Avez-vous déjà poussé une porte marquée « Tirez », vous retrouvant momentanément bloqué à l'extérieur, frustré, regardant à l'intérieur? En un instant, vous contestez le fonctionnement même des choses. Imaginez maintenant que ce ne soit pas seulement une porte, mais votre façon d'aborder la vie. Notre monde actuel fait l'éloge des fonceurs, des agitateurs, de ceux qui font bouger les choses. Mais si je vous disais que le secret de la paix intérieure et du succès extérieur ne réside pas dans la force de l'effort, mais dans l'art gracieux de laisser les choses se dérouler? Il ne s'agit pas d'inaction. Il s'agit d'un effort stratégique, du genre qui s'aligne avec le rythme de l'univers, plutôt que de lutter contre lui. À première vue, cela pourrait ressembler à un appel à l'existence passive, une invitation à dériver sans but, au gré des marées du destin. Mais comme nous allons le voir, il y a une force profonde dans la compréhension de la différence entre l'effort et la contrainte, entre agir et essayer de contrôler l'incontrôlable. C'est la perspective stoïcienne, une philosophie qui a traversé les millénaires et qui reste aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque de l'Empire romain. Mais qui étaient ces stoïciens et qu'ont-ils à nous apprendre sur l'effort et la contrainte ? Le stoïcisme est plus qu'une doctrine, c'est un mode de vie en harmonie avec les lois de la nature et nos vertus intérieures. Les stoïciens, parmi lesquels de grands esprits comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, ne s'intéressaient pas aux débats académiques, mais à la sagesse pratique. Ils croyaient au pouvoir de la raison, à l'importance de la vertu et à l'acceptation du destin. Prenez Marc Aurèle, l'empereur romain, qui, le jour, dirigeait des légions et gouvernait un empire, et la nuit, écrivait des réflexions qui seraient immortalisées dans ses méditations. Il écrit « Ne gaspille pas ce qui te reste de vie à spéculer sur tes voisins, à moins que ce ne soit pour leur faire du bien. Non, au contraire, tant qu'il en est encore temps, rentre en toi-même et évalue ta propre valeur. » Ici, dans le calme recoin de ses pensées, Marc Aurèle nous rappelle l'inutilité de vouloir imposer notre volonté au monde. Au lieu de cela, il nous invite à nous tourner vers l'intérieur, à cultiver notre caractère et à laisser nos efforts découler d'un alignement intérieur avec la nature. Prenez Sénèque, l'homme d'État et philosophe qui observait les hauts et les bas de la fortune avec l'œil avisé d'un érudit et le cœur d'un poète. Il méditait « Le destin guide ceux qui y consentent et traîne ceux qui résistent », résumant ainsi l'essence de notre sujet d'aujourd'hui. Quelle image saisissante, celle des courants de la vie qui nous guident doucement ou nous entraînent avec force. Ces mots nous encouragent à discerner qu'en fournir des efforts et qu'en céder, à comprendre qu'il y a un temps pour ramer de toutes nos forces et un temps pour lever les rames et laisser la rivière nous porter. Cette distinction entre effort et force est essentielle. L'effort est aligné avec le but et la direction. C'est ramer dans le sens du courant, avancer avec le courant de notre propre nature et celui du monde. La force, en revanche, c'est ramer à contre-courant, nous épuiser dans une vaine tentative de plier la rivière à notre volonté. La première est ancrée dans la sagesse et la force, la seconde dans une mauvaise compréhension de notre place au sein de la grande tapisserie de l'existence. Mais comment distinguer les deux ? Comment savoir quand il faut lutter et quand il faut se rendre ? C'est là le cœur de notre exploration aujourd'hui. Il s'agit de comprendre les signes de la force, la tension dans nos corps, la frustration dans nos esprits, la sensation de lutter contre des forces de la vie implacables. Il s'agit aussi de reconnaître les signes du véritable effort, le sentiment d'être dans la zone, la satisfaction de donner le meilleur de nous-mêmes sans être attaché au résultat, la paix qui vient du fait de savoir que nous avons agi avec vertu, quels que soient les résultats. Pour vraiment saisir ce concept, nous devons nous immerger dans le flux naturel de la vie. Nous allons examiner comment les stoïciens vivaient selon ce flux, comment ils embrassaient le destin tout en exerçant leur volonté. Comment ils agissaient,
sans se laisser piéger par les fruits de leurs actions. Nous allons explorer l'équilibre qu'ils ont trouvé entre façonner leur vie et accepter le récit de la vie qui se déroule. Nous examinerons aussi des exemples modernes, car il ne s'agit pas seulement d'une philosophie ancienne à admirer de loin. C'est un guide vivant et dynamique, qui peut influencer notre mode de vie actuel. Comment fixer des objectifs d'une manière qui s'appuie sur l'art de permettre ? Comment poursuivons-nous des relations sans nous accrocher trop fermement à nos attentes ? Comment progresser dans notre carrière sans être consumé par l'ambition ? Notre exploration abordera ces questions et plus encore. Nous allons examiner des étapes pratiques pour intégrer l'art stoïcien du lâcher-prise dans notre vie quotidienne. Nous parlerons de la reconnaissance, de ce qui est ou n'est pas sous notre contrôle, de la joie qui naît de l'alignement avec le cours naturel des événements, et de la libération que procure le fait de renoncer à la compulsion de forcer la vie à se plier à notre volonté. Dans les mots d'Épictète, aucune grande chose n'est créée soudainement. Cette sagesse est notre boussole, alors que nous naviguons entre l'action et l'inaction, entre provoquer les choses et les laisser se produire. C'est un rappel que les changements les plus profonds dans nos vies et en nous-mêmes viennent souvent non pas de la force de notre volonté, mais de la patience de nos efforts. En nous aventurant plus loin dans l'essence de notre récit, nous sommes confrontés au concept de forcer les choses. Forcer, c'est aller à l'encontre du rythme naturel des événements et des expériences avec une sorte de détermination aveugle qui ignore souvent les réalités en jeu. C'est une tentative d'imposer notre volonté, de contrôler les résultats et de manipuler le cours de la vie afin qu'il se conforme à nos objectifs et désirs personnels. Cette démarche, bien qu'ancrée dans la recherche du succès, nous éloigne souvent du chemin de la sagesse. Imaginez-vous debout au bord de la rivière. Votre objectif se trouve sur la rive opposée. Forcer les choses reviendrait à plonger dans l'eau, à nager à contre-courant, à dépenser de l'énergie à chaque mouvement, à lutter contre la rivière à chaque instant. Il est possible que vous atteigniez l'autre rive, mais à quel prix ? Votre force est épuisée, votre esprit est fatigué, et vous vous demandez s'il n'y avait pas une meilleure façon de faire, un pont, un bateau, ou un passage plus facile en aval. Tournons maintenant notre regard vers l'intérieur, vers les paysages psychologiques et émotionnels qui sont en nous. Que se passe-t-il dans notre esprit et notre cœur lorsque nous forçons les choses ? Il y a une tension et une constriction qui accompagnent la tentative de maîtriser l'incontrôlable. Cela se manifeste par du stress, le signal d'alarme du corps indiquant un problème. L'anxiété suit, un sentiment d'appréhension accompagnant chaque geste, murmurant ce qui pourrait mal tourner. Et, si elle n'est pas maîtrisée, cette tension constante mène à l'épuisement, une fatigue profonde et intense qui éteint la lumière de notre esprit et la vivacité de notre intellect. Dans notre société, où le culte de la réussite règne en maître, ces symptômes sont souvent arborés comme des insignes d'honneur. Les longues heures, les nuits blanches et la pression constante sont saluées comme les marques de la dévotion. Cependant, c'est une mauvaise interprétation de la signification réelle de la vraie dévotion et du succès. Les stoïciens regarderaient à cela et secouèrent la tête, car ils comprenaient que lutter contre la nature, à la fois celle du monde et la nôtre, est une folie. La vertu stoïcienne consiste à travailler avec la nature, pas contre elle. Il faut reconnaître le flux du cosmos et s'y aligner. Cela ne veut pas dire abandonner nos objectifs ou rêves, mais les poursuivre en comprenant les bons moyens et le bon timing. C'est savoir quand planter et quand récolter, quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre. Le stoïcisme nous enseigne à appliquer nos efforts avec sagesse, à déployer notre énergie en harmonie avec les cycles du changement et de la croissance. Il nous conseille de nous concentrer sur nos propres actions et attitudes, les véritables domaines où nous possédons du pouvoir. Ce n'est pas une résignation passive, mais un engagement actif envers la vie, tempéré par la sagesse d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Pour travailler avec la nature, il faut la comprendre
et cela commence par la connaissance de soi. La pratique stoïcienne de l'auto-examen, la réflexion sur ses pensées, ses émotions et ses actions, est un outil pour cet objectif. Cela nous aide à identifier quand nous forçons trop, quand nous sommes guidés par la peur, l'orgueil ou le désir, plutôt que par la raison et la vertu. Pensez au fermier qui comprend les saisons. Il ne sème pas en hiver, non pas parce qu'il est paresseux, mais parce qu'il sait que la terre doit se reposer et que les graines poussent mieux lorsqu'elles sont semées au bon moment. Dans nos vies, tout comme le fermier, nous devons discerner nos saisons, lire les signes de nos environnements internes et externes, et agir en conséquence. La patience est une grâce qui permet aux choses de se développer naturellement. Le chêne ne se précipite pas pour dominer la forêt. Il grandit régulièrement, année après année, selon le schéma inhérent inscrit dans le cœur de son gland. De même, nos ambitions et nos efforts doivent se déployer selon le schéma de qui nous sommes et des circonstances dans lesquelles nous vivons. Cela nous amène au domaine de notre vie pratique, où chaque jour offre d'innombrables occasions de choisir entre forcer et suivre le courant. C'est dans les projets que nous entreprenons au travail, les relations que nous entretenons, les objectifs personnels que nous fixons pour la santé, l'apprentissage et le développement. Aborder ces efforts d'un point de vue stoïcien, c'est s'y engager pleinement, en mettant à profit nos talents et notre énergie, mais en gardant l'esprit ouvert aux résultats, quels qu'ils soient. Pour pratiquer cet art, nous devons rester vigilants et surveiller constamment notre état intérieur afin de détecter les tensions dues à la force. Nous devons faire preuve de courage, être prêts à lâcher prise lorsque nous nous rendons compte que nous nous accrochons trop fermement à un résultat prédéterminé. Et nous devons faire preuve de compassion, nous accorder la bienveillance de trébucher, d'apprendre et de grandir sans la dureté des exigences que nous nous imposons. En poursuivant cette discussion, gardez à l'esprit la sagesse stoïcienne. Vivre en accord avec la nature. Ce n'est pas le chemin de la moindre résistance, c'est le chemin de la véritable résistance, celle qui façonne les pierres et sculpte les canyons. La résistance qui, par la patience et la persévérance, s'aligne avec les forces de la vie pour créer une beauté et une force durables. C'est la résistance qui comprend la puissance de l'eau qui coule sur la roche, cette insistance douce et constante qui, avec le temps, transforme même les obstacles les plus durs. Pour approfondir la compréhension de la philosophie stoïcienne, il faut traverser les domaines de l'histoire et découvrir les racines qui ont nourri cette sagesse durable. Les anciens stoïciens percevaient le monde comme une toile interconnectée, gouvernée par une raison divine qu'ils appelaient le logos. Au sein de cette trame cosmique, ils croyaient que le seul véritable contrôle que nous possédons réside dans nos facultés de jugement et d'action, tandis que tout le reste échappe à notre domaine et se trouve entre les mains du destin ou de la providence. Cette compréhension a façonné leur approche de la vie, les amenant à accueillir les événements avec équanimité et à concentrer leurs efforts sur la vertu personnelle et la sagesse. Les stoïciens ne prônaient pas la passivité, mais appelaient donc plutôt à une participation active à la vie, tempérée par l'acceptation que les résultats ne nous appartiennent pas. Cet équilibre entre le contrôle et l'acceptation est le fil d'or tissé à travers la tapisserie de la pensée stoïcienne. L'une des anecdotes historiques les plus fascinantes illustrant cette acceptation stoïcienne est l'histoire de Zénon de Cityon, le fondateur du stoïcisme. La légende raconte que Zénon était un marchand prospère jusqu'à ce qu'un naufrage près d'Athènes le dépouille de sa richesse. C'est ce coup du sort qui l'a conduit à la philosophie stoïcienne, étudiant sous la direction de Cratès de Thèbes, et développant finalement son propre système philosophique qui prônait la paix intérieure par l'acceptation du destin. Le naufrage, qui aurait pu être perçu comme une catastrophe, est devenu le catalyseur de l'illumination philosophique de Zénon. C'est un exemple de l'attitude stoïcienne, transformant le malheur en opportunité, percevant les obstacles comme la matière première de la croissance.
La perte des possessions extérieures de Zénon l'a conduit à découvrir la richesse intérieure de la sagesse, de la vertu et de la tranquillité. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui et réfléchissons à l'applicabilité de ces leçons historiques dans notre contexte moderne. Aujourd'hui, nous évoluons dans un monde d'une complexité et d'un changement sans précédent, où l'illusion du contrôle est amplifiée par la technologie et le rythme de l'innovation. Mais l'essence de ce que nous pouvons réellement maîtriser demeure inchangée. Nos pensées, nos choix et nos réactions. L'attrait moderne du contrôle se manifeste dans l'innombrable quantité d'outils et de systèmes conçus pour optimiser chaque aspect de notre vie, du sommeil à la productivité. Nous planifions, nous organisons, nous suivons, oubliant souvent que, malgré tous nos efforts, la vie a sa propre manière de se dérouler selon des schémas inattendus. Les enseignements stoïciens nous rappellent que ce n'est pas le plan en lui-même, mais notre attachement au plan qui conduit souvent au trouble. Dans le domaine contemporain de l'influence, des chefs d'entreprise aux entraîneurs sportifs, le principe stoïcien de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat a été célébré et adopté. Il est reconnu que l'excellence résulte de la qualité de nos actions, et non d'une préoccupation anxieuse pour les résultats. En appliquant la sagesse stoïcienne, nous apprenons à investir notre énergie dans la tâche présente avec un engagement total, en laissant les résultats se dérouler comme ils le doivent. Le récit de l'acceptation stoïcienne du destin est également visible dans les histoires de nombreuses figures historiques qui, malgré l'adversité, ont transformé leurs expériences en changements positifs. Dans nos vies, la pertinence du stoïcisme est tout aussi profonde. Nous rencontrons chaque jour des défis et des obstacles, certains mineurs et d'autres qui changent la vie. La pratique stoïcienne qui consiste à différencier ce que nous pouvons contrôler de ce que nous devons accepter, nous aide à traverser ces épreuves avec un cœur plus serein et un esprit plus clair. Elle nous encourage à concentrer nos efforts sur notre réaction, notre intégrité et notre objectif, plutôt que sur les éléments capricieux du hasard et des circonstances. De plus, le stoïcisme offre une boussole morale à une époque souvent caractérisée par le relativisme moral. Il offre un cadre de développement personnel axé sur le caractère plutôt que la renommée, la vertu plutôt que le succès, et la sagesse plutôt que la connaissance. En appliquant ces principes, nous nous ancrons dans une philosophie qui valorise le contenu de notre caractère au-dessus des contingences de notre vie. En temps de crise, qu'elle soit personnelle ou collective, les enseignements stoïciens brillent comme des phares de résilience. La vertu stoïcienne du courage ne consiste pas en l'absence de peur, mais dans la capacité à persévérer malgré la peur. Il s'agit d'affronter un monde en perpétuel changement, avec une âme ancrée dans le socle de la vertu, prête à s'adapter, à accepter et à surmonter. Ainsi, la sagesse stoïcienne qui consiste à laisser les choses se produire, à reconnaître le rôle du destin tout en s'engageant dans l'action vertueuse, n'est pas une relique du passé, mais un guide vivant et vibrant pour le présent. Elle nous invite à une danse avec le destin, où nous menons avec nos vertus, suivons avec notre acceptation et créons une harmonie qui fait écho aux sages stoïciens d'autrefois. Cette harmonie, intemporelle et profonde, nous rappelle qu'au sein du chaos des courants de la vie, nous possédons le pouvoir de cultiver un sanctuaire intérieur de paix et de force. Alors que nous parcourons les chroniques de l'histoire, du naufrage de Zénon aux épreuves et triomphes de notre propre époque, la philosophie stoïcienne demeure une amie fidèle. Elle ne nous invite pas à fuir les combats de la vie, mais à les affronter avec plus de sagesse, avec la constance du cœur et la sérénité d'un esprit accordé à la sagesse des âges. À travers le prisme du stoïcisme, nous apprenons que l'art de laisser les choses se produire n'est pas une question d'abandon, mais une conquête plus profonde, la conquête de la maîtrise de soi, de la vertu et d'une vie vécue en harmonie avec la mélodie du monde qui se déploie. En plongeant dans la riche trame de la sagesse stoïcienne, nous arrivons à un carrefour essentiel, la philosophie de l'action sans contrainte.
Il ne s'agit pas d'une mise en garde contre l'action elle-même, mais plutôt contre l'attachement aux fruits de nos actions. C'est un exercice d'équilibre délicat, qui exige de nous que nous nous engagions pleinement dans le monde, en nous investissant dans les quêtes que nous jugeons dignes, tout en relâchant simultanément notre emprise sur les attentes quant à ce que ces quêtes devraient produire. Pour les stoïciens, l'action est primordiale. Nous sommes des participants à la tapisserie de la vie, et nos choix, nos actions, sont les fils par lesquels nous contribuons à l'image en constante évolution. Pourtant, les stoïciens font une distinction nette entre agir, ce qui est sous notre contrôle, et forcer un résultat, ce qui ne l'est pas. Nous sommes encouragés à nous concentrer sur le premier, et à cultiver un détachement gracieux envers le second. Lorsque nous agissons, nous sommes des agents actifs, avançant avec intention et détermination. Nous plantons des graines d'efforts, de soins et de compétences. Mais une fois plantées, la croissance de ces graines, les résultats, dépendent d'innombrables facteurs qui nous échappent. La météo, la fertilité du sol, le passage du temps. Forcer un résultat, c'est se tenir au-dessus des jeunes pousses, les tirer, exiger qu'elles grandissent plus vite, plus haut, plus fort. Non seulement c'est futile, mais cela risque aussi de nuire à la croissance que nous voulons stimuler. Ce concept pourrait se résumer dans l'image d'un archer issu des textes stoïciens. L'archer tire la corde, vise avec concentration et relâche la flèche. Son travail s'achève lorsqu'il relâche la flèche, sa destination n'est plus entre ses mains. Elle peut être déviée par le vent, toucher une cible en mouvement ou tomber à court. La sérénité de l'archer se trouve dans la maîtrise de son tir, pas dans le résultat de la flèche. Le stoïcisme, dans son acceptation de l'action sans attachement au résultat, trouve un parallèle intéressant dans la philosophie orientale du taoïsme, en particulier dans le concept de Wu Wei. Traduit par non-agir ou action sans effort, le Wu Wei est l'art de suivre le cours naturel de la vie. C'est agir en accord avec le Tao, la voie de l'univers, qui se meut sans effort et de manière spontanée. Cela ne signifie pas ne pas agir du tout, mais plutôt agir sans lutte ni effort excessif. Wu Wei consiste à s'aligner sur les rythmes de la nature, à comprendre quand agir et quand rester immobile, quand exercer une force et quand céder. Il ne s'agit pas d'une résignation à l'action, mais d'une invitation à une forme d'engagement supérieure, intuitive, harmonieuse et en accord avec l'essence du monde qui nous entoure. Tout comme un arbre ne force pas pour pousser, mais le fait naturellement, Wu Wei nous enseigne à appliquer notre énergie là où elle sera la plus efficace et à nous abstenir de dépenses inutiles de force. C'est une reconnaissance que l'univers a son propre flux, ses propres motifs complexes et sa sagesse, et que notre véritable pouvoir réside dans le fait de nous accorder à ceux-ci, de bouger avec eux plutôt que contre eux. S'inspirant du Wu Wei, nous pouvons apprendre à distinguer l'action de la tentative de forcer un résultat. Agir, c'est planter l'arbre, l'arroser, en prendre soin avec attention. Forcer un résultat provient de l'anxiété de scruter quotidiennement l'arbre, de s'inquiéter de sa croissance et d'être obnubilé par le moment et la façon dont il fructifiera. Dans notre vie personnelle, cela peut se traduire par le fait de donner le meilleur de nous-mêmes dans notre travail, dans nos relations et dans notre développement personnel, sans nous attacher à la façon dont ces efforts seront reçus ou à ce qu'ils produiront. Ce détachement ne diminue pas la qualité de notre action, en fait il pourrait même l'améliorer. Lorsque nous ne sommes pas fixés sur les résultats, nous pouvons être plus présents et attentifs à la tâche à accomplir. La résonance entre le stoïcisme et le taoïsme sur cet aspect est profonde. Les deux philosophies nous conseillent de lâcher prise sur le besoin de contrôle et de faire confiance au processus de la vie. Et elles nous rappellent qu'il existe une sagesse dans le déroulement des événements que nous ne pouvons pas pleinement comprendre avec notre perspective limitée, et ainsi elles nous apprennent à agir avec intégrité, à faire notre part, puis à prendre du recul en laissant le monde faire la sienne. Ces courants philosophiques convergent vers une vérité simple mais puissante. La paix ne vient pas du contrôle des résultats de nos actions, mais du fait de savoir que nous avons agi correctement.
au mieux de nos capacités et avec de bonnes intentions. C'est là le cœur de l'action sans contrainte, un cœur qui bat régulièrement, calmement, résonnant avec la sagesse intemporelle qui a guidé d'innombrables âmes à travers les tumultes de l'histoire. En appliquant ces principes à nos vies contemporaines, nous trouvons une voie vers une existence plus sereine et plus efficace. Nous apprenons à distinguer entre l'effort sain et l'obsession malsaine du contrôle. Nous apprenons à fixer des objectifs, faire des efforts et lâcher prise. Et dans ce lâcher prise, nous trouvons une nouvelle forme de force, la force de l'adaptabilité, de la résilience et d'une harmonie profonde et durable avec la réalité des choses. C'est ici, dans l'union de la détermination stoïcienne et de la fluidité taoïste, que nous découvrons l'art d'agir sans forcer, une danse avec la vie aussi puissante que paisible, aussi productive que libératrice. Les enseignements stoïciens offrent des leçons profondes sur l'art de lâcher prise, nous fournissant un guide pour mener une vie à la fois pleine de sens et paisible. Explorons plus en profondeur comment la sagesse stoïcienne peut être appliquée à nos vies modernes. Épictète nous offre une leçon stoïcienne fondamentale. La distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Ce discernement est la pierre angulaire de la tranquillité d'esprit stoïcienne. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Dépendent de nous. Notre opinion, motivation, désir, aversion et tout ce qui relève de notre action ne dépendent pas de nous, notre corps, bien, réputation, fonction et tout ce qui n'en relève pas. Dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible, comprendre et accepter cette dichotomie peut être transformateur. Imaginez vivre avec la reconnaissance constante que nos efforts sont mieux investis dans notre monde intérieur, le domaine de nos propres décisions, jugements et réactions. C'est là que se trouve la vraie liberté d'action. En acceptant cela, nous pouvons conserver notre énergie, sans la dissiper inutilement à essayer de contrôler l'incontrôlable. C'est comme naviguer. Un marin expérimenté ne perd pas de temps à se lamenter sur la direction du vent, mais ajuste plutôt les voiles et dirige en conséquence. Concrètement, cela signifie que nous devons nous concentrer sur nos réactions face aux situations, et non sur les situations elles-mêmes. Il s'agit de nous préparer aux différents résultats de nos actions, en comprenant que le succès ne réside pas dans la réussite en elle-même, mais dans l'effort bien appliqué. Lorsque nous appliquons cela dans nos vies, nous commençons à laisser de côté la frustration qui accompagne les plans perturbés et les obstacles imprévus, et nous avançons dans la vie avec un rythme plus stable et résilient. Accepte ce que le destin t'apporte et aime ce qu'il met sur ton chemin, mais fais-le de tout ton cœur. Marc Aurèle, le roi philosophe, pousse ce concept plus loin avec la doctrine de l'amor fati, l'amour de son destin. Cette acceptation profonde dépasse la simple endurance. C'est une étreinte joyeuse de tout ce que la vie offre, aussi bien les triomphes que les tragédies. Et si nous accueillions tout ce qui nous arrive comme si nous l'avions choisi nous-mêmes? C'est un changement radical de perspective, transformant chaque instant en quelque chose de précieux, une occasion de grandir et de réfléchir. Cela ne signifie pas être passif ou accepter la souffrance. Cela signifie voir le potentiel dans tout ce qui se passe. Les réflexions de Marc nous invitent à trouver de la beauté dans les cycles inéluctables de la vie. Il nous encourage à regarder l'ensemble dont nous faisons partie, à comprendre notre place dans l'ordre plus vaste des choses. Cette vision plus large peut nous libérer de la myopie qui amplifie nos problèmes et nous aveugle face aux possibilités qu'ils contiennent. Accepter notre destin ne signifie pas renoncer à améliorer les choses. Au contraire, nous avançons avec un pragmatisme optimiste.
C'est la pratique de prendre chaque moment comme il vient et d'y insuffler le meilleur de nous-mêmes, non pas parce que cela garantit un résultat précis, mais parce que c'est la façon la plus authentique de vivre. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. La vie est assez longue, et une quantité suffisamment généreuse nous a été donnée pour les plus grandes réalisations, si tout cela était bien investi. Les pensées de Sénèque sur le temps nous enseignent une leçon stoïcienne cruciale sur l'importance de prioriser et de se concentrer. Il nous invite à considérer la rareté du temps et la folie de le gaspiller pour des choses insignifiantes. Ces avertissements contre le gaspillage du temps sont un appel à l'action pour vivre en pleine conscience. Nous vivons à une époque remplie de distractions, où notre attention est une monnaie très recherchée. Les conseils de Sénèque sont plus pertinents que jamais à l'ère des technologies modernes qui peuvent nous faire perdre involontairement cette précieuse ressource, le temps. Comment serait le monde si nous appliquions sa sagesse de nos jours ? Cela signifierait un effort conscient pour se détacher du trivial. Le défilement sans fin sur les réseaux sociaux, l'obsession pour la vie d'autrui et l'inquiétude pour des choses hors de notre contrôle. Nous pouvons plutôt choisir d'utiliser notre temps dans des activités qui enrichissent notre âme et améliorent notre monde. Cela peut impliquer d'approfondir nos relations, de cultiver nos talents ou de contribuer à nos communautés. C'est un appel à laisser de côté le superficiel et à s'engager profondément avec l'essence de la vie. La pratique stoïcienne du lâcher-prise ne consiste pas à se désengager du monde, mais plutôt à s'y engager de manière plus significative. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais de discernement, de la capacité à différencier ce qui compte vraiment de ce qui ne compte pas. Il ne s'agit pas d'absence d'action, mais d'une action intentionnelle guidée par la sagesse. En intégrant les leçons de ces philosophes stoïciens, nous apprenons à lâcher prise sur l'illusion du contrôle, la résistance à notre réalité et les distractions qui épuisent notre temps. À leur place, nous cultivons l'acceptation, le but et la concentration, enrichissant ainsi nos vies et nous permettant de naviguer dans le monde avec grâce et équanimité. Ce faisant, nous honorons l'héritage stoïcien, transformant leur sagesse intemporelle en une pratique vivante qui continue de résonner à travers les âges. Intégrer la philosophie du non-forçage dans chaque aspect du quotidien. C'est comme apprendre une nouvelle langue, la langue du calme délibéré et de la réponse mesurée. C'est un art subtil qui demande de la pratique, de la patience et un réajustement conscient de nos réactions habituelles. Nous allons explorer des stratégies pratiques qui tissent les fils de la non-contrainte dans le tissu de l'existence quotidienne, permettant à sa philosophie d'imprégner nos actions et nos interactions. Tout d'abord, considérons le rituel du matin, un tableau quotidien pour donner le ton. Au lieu de plonger dans la journée avec une frénésie d'activité, nous pourrions commencer par un moment de calme. Cela pourrait être une courte méditation, quelques minutes de respiration profonde, ou simplement s'asseoir avec une tasse de thé pour nous ancrer dans le présent. L'objectif est de cultiver un espace où nous pouvons reconnaître le potentiel de la journée sans la compulsion de vouloir la contrôler de force. Au fil de la journée, intégrer des pauses en pleine conscience. Avant de commencer une nouvelle tâche, d'entrer en réunion, ou même de répondre à un email, nous prenons une brève pause pour évaluer notre état d'esprit. Agissons-nous par compulsion ou par choix ? Allons-nous forcer un résultat ? Ou sommes-nous prêts à faire de notre mieux et à laisser les choses se dérouler ? Ces pauses en pleine conscience deviennent des points de contrôle, renforçant la discipline du non-forçage. Un autre exercice se situe dans le domaine de la communication. Lorsque nous engageons une conversation, nous pouvons pratiquer l'écoute active, en laissant de la place aux paroles de l'autre, et en résistant à l'envie d'imposer notre propre récit, ou une conclusion souhaitée. Cela crée une dynamique, où le dialogue s'écoule naturellement, sans la contrainte d'agendas préconçus. Pour développer la discipline du non-forçage, nous pouvons aussi nous engager dans la réflexion à la fin de chaque journée.
Un journal peut servir d'outil puissant ici, nous permettant de revisiter nos actions et nos attitudes. Avons-nous exagéré dans une situation? Aurions-nous dû être plus légers face aux problèmes? Cette réflexion ne vise pas à l'auto-reproche, mais à apprendre et à se réajuster pour les jours à venir. En termes d'habitude, nous pourrions cultiver l'art de céder stratégiquement. Cela implique de reconnaître quand la flexibilité est plus efficace que la résistance. Comme le saule qui se plie sous la tempête sans se briser, céder stratégiquement consiste à reconnaître la force de l'adaptabilité. Cela peut signifier reporter une décision quand les émotions sont vives, laisser la parole durant un débat pour obtenir plus d'informations, ou opter pour une marche lorsqu'un souci professionnel paraît insoluble. De plus, nous pouvons adopter des pratiques qui favorisent un état d'esprit de lâcher-prise, comme le yoga ou le tai chi, qui synchronisent le mouvement et la respiration, nous apprenant à bouger avec intention, mais sans tension inutile. L'acte physique de relâcher la tension dans le corps peut être une métaphore pour relâcher la tension psychologique et le besoin de contrôle. À présent, tournons notre attention vers l'équilibre entre l'effort et l'abandon. C'est une danse entre le faire et l'être, entre l'effort et le repos. La clé, c'est notre concentration. En se concentrant sur le processus et l'action plutôt que sur le résultat, on trouve un rythme qui honore l'effort et la facilité. Nous travaillons de tout cœur, mais nous restons intérieurement détachés des fruits de notre travail. En pratique, cela peut consister à se fixer des objectifs et à travailler avec dévouement pour les atteindre tout en nous rappelant régulièrement le contexte plus large. Notre valeur ne dépend pas de nos réussites ou de nos échecs. Cela peut aussi impliquer de fixer des limites autour de notre travail, en reconnaissant que le repos et la récupération sont aussi essentiels que le travail lui-même. De plus, dans les hauts et les bas de la vie professionnelle, nous pouvons appliquer le principe de la non-contrainte en choisissant soigneusement nos combats. Toute situation ne nécessite pas toujours notre action. Parfois, la meilleure stratégie est de prendre du recul et de laisser les situations se résoudre d'elles-mêmes, en réservant notre énergie aux questions où nous pouvons vraiment avoir un impact. Pour allier effort et lâcher-prise, nous pouvons adopter une approche en 2 volets. Patience et résilience réactive. La patience proactive consiste à planifier, préparer et exécuter, tout en laissant les événements se dérouler à leur rythme. L'auto-résilience est la capacité de rebondir après des résultats inattendus, en les utilisant comme des occasions de croissance plutôt que comme des raisons de désespoir. L'intégration de la non-force dans notre vie quotidienne n'est pas un abandon de l'action ou de l'ambition. C'est au contraire une manière plus sophistiquée de s'engager avec les deux. Cela nous invite à agir avec intention, guidés par la sagesse plutôt que par le caprice, influencés par le but plutôt que par l'impatience. En incarnant ces pratiques, la philosophie du non-forçage transcende le concept et devient une expérience vécue, une confluence sereine d'efforts et d'abandon qui façonne une vie de profondeur, d'équilibre et d'épanouissement. Alors que nous arrivons à la conclusion de notre voyage ensemble, à travers la philosophie du non-forçage et l'art de laisser les choses se produire, prenons un moment pour réfléchir au chemin parcouru. Nous avons entrepris ce voyage guidé par la sagesse des stoïciens, apprenant à distinguer l'effort de la contrainte, comprenant que si nous pouvons semer des graines avec intention, la floraison ne se produit pas sur notre ordre, mais en son propre temps et à sa manière. Nous avons identifié les symptômes du surmenage, du stress, de l'anxiété et de l'épuisement, et les avons contrastés avec la force tranquille émanant du travail en harmonie avec les rythmes naturels.
Notre exploration nous a menés à travers l'histoire, marchant dans les pas de Zénon et d'autres stoïciens qui incarnèrent la vertu de l'acceptation face aux tempêtes imprévisibles de la vie. Nous avons examiné les leçons tirées de leurs expériences et la pertinence actuelle d'une approche non forcée face aux défis de la vie. Le concept de Wu Wei du taoïsme s'est invité dans notre conversation, enrichissant notre compréhension de l'action sans attachement, et nous avons trouvé un terrain d'entente entre ces philosophies anciennes, réalisant que l'effort peut être fourni sans la tension de la contrainte. Nous avons approfondi les effets psychologiques du lâcher-prise, appréciant les bienfaits sur la santé mentale qui se manifestent lorsque nous cessons de lutter contre le courant de l'existence. Nous avons discuté du pouvoir du lâcher-prise dans la réduction du stress et l'amélioration du bien-être, en s'appuyant sur des recherches et des anecdotes personnelles, soulignant cette perspective transformatrice. Dans le domaine de l'application pratique, nous avons fourni des outils pour intégrer le non-effort dans la vie quotidienne. Nous avons discuté des pauses conscientes, de l'écriture réflexive dans un journal, de l'écoute active et du lâcher-prise stratégique. Nous avons examiné la danse complexe entre l'effort et l'abandon, en encourageant à se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat, à pratiquer la patience proactive et la résilience réactive. Et alors que nous concluons, j'espère que vous vous sentez inspiré à pratiquer l'art de laisser les choses se produire. Le chemin s'étend devant vous, non pas comme une piste rigide à suivre à grands pas forcés, mais comme un sentier sinueux à parcourir avec émerveillement et ouverture. Chaque pas est une occasion d'appliquer les principes dont nous avons parlé, d'expérimenter l'espace entre l'action et le lâcher-prise, et de découvrir la puissance libératrice qui naît d'une attitude intérieure de relâchement. En avançant, souvenez-vous qu'il ne s'agit pas d'un appel à la passivité, mais d'une invitation à un engagement plus profond avec la vie. Il faut s'aligner avec le cours des événements, plutôt que d'entrer en collision avec eux. C'est l'art de façonner, sans forcer, d'influencer sans dominer, et de vivre avec un profond et durable sentiment de paix, qui vient de la reconnaissance que bien que nous jouions notre rôle, l'univers a ses propres rythmes, et la sagesse réside dans le fait de se mouvoir avec eux, et non contre « je classe ton camp ». Adoptez cet art de laisser les choses se produire et observez comment votre vie se transforme, non pas parce que vous avez exercé une force sur elle, mais parce que vous lui avez permis de se déployer selon son propre schéma, beau, imprévisible et parfait.